Ma famille m'a dit que j'avais échoué puis le commandant m'a regardé et m'a dit « Bienvenue, maréchal Ross. Je m'appelle Rebecca Ross. J'ai 39 ans et, depuis le mois dernier, je suis devenu l'officier féminin en service actif le plus haut gradé du commandement conjoint de l'Atlantique Nord, maréchal, un titre qu'il disait que je n'obtiendrais jamais, un titre qu'il n'avait jamais prévu d'annoncer devant ma famille. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. L'agent de sécurité ne m'a pas regardé dans les yeux. Il tenait la liste des invités dans une main, l'autre planant nerveusement au-dessus de sa radio. Sa voix était polie, répétée. « Je suis désolé, madame, votre nom n'est pas sur la liste. » Je n'ai pas scié. J'ai simplement hoché la tête. J'ai une invitation. Je la lui ai montrée propre, officielle, adressée directement à moi. Pourtant, il a hésité. Je pouvais le voir jeter un coup d'œil vers les portes en verre, vers la salle de bal où la cérémonie avait déjà commencé. À l'intérieur, j'ai vu des visages que j'appelais autrefois ma famille, mon père, ma mère, quelques cousins éloignés, tous assis en rangée bien nette sous une bannière qui disait « Célébrons l'héritage et le leadership, commandant Landon Ross ». Mon frère, l'enfant prodige, celui en qui il croyait. J'ai pris une inspiration, non par colère, mais pour me recentrer. Je n'allais pas supplier pour entrer, pas aujourd'hui, plus jamais. Et c'est là que je l'ai entendu, une voix différente, profonde, autoritaire, venant de derrière le point de contrôle. « Bienvenue, maréchal Ross. Nous avons réservé le premier rang. » Tout le hall d'entrée a changé d'atmosphère. Le jeune agent de sécurité s'est figé. Il s'est écarté comme s'il venait d'être frappé par la foudre. Je suis passé devant lui sans un mot, et à cet instant, l'histoire a changé. Je suis entré dans cette salle de bal comme quelqu'un qu'il pensait avoir échoué. C'est ce qu'il racontait aux gens depuis des années, que j'avais fait un burn-out, que j'avais été réaffecté parce que je ne supportais pas la pression, que j'étais trop réservé, trop douce, trop invisible. Il ne s'attendait pas à me voir entrer en uniforme de cérémonie complet. Il ne s'attendait pas aux médailles, aux insignes, au poids silencieux de la vérité que je portais sur mes épaules. Je me suis assise au premier rang, seul, non invité, techniquement, mais personne n'a osé dire un mot. Le commandant qui animait la cérémonie s'est approché du micro, et là, sur une scène destinée à mon frère, il l'a dit, « Ce soir, nous sommes honorés de reconnaître non seulement ceux qui perpétuent notre tradition navale, mais aussi ceux dont le leadership définit le cœur même du commandement conjoint. Veuillez accueillir notre plus haute récipiendaire, le maréchal Rebecca Ross. » Cette phrase est tombée comme un coup de tonnerre. Ma famille s'est figée sur leur siège. Les mains de ma mère se sont crispées autour de son programme. La mâchoire de mon père s'est serrée. Mon frère, qui se tenait droit quelques instants plus tôt, a perdu le sourire qu'il avait soigneusement répété. Je me suis levé. Je ne me suis pas précipité, je n'ai pas jeté de regard sur le côté. J'ai parcouru cette longue allée lentement, laissant l'écho de mes bottes remplir le silence qui m'avait autrefois effacé. Je ne les ai pas regardés, pas encore. Je n'en avais pas besoin car j'avais passé des années à imaginer ce moment non pour la vengeance, non pour le spectacle, mais pour la justice, silencieuse, mesurée, méritée. Et alors que je montais sur scène, alors que les applaudissements déferlaient en vagues inégales derrière moi, je savais qu'il ne s'agissait pas de leur prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de récupérer tout ce qu'ils tenaient pour acquis, mon nom, ma place, mon histoire. Ils avaient dit à tout le monde que j'avais échoué, mais l'échec ne porte pas 5 étoiles sur le col. L'échec ne revient pas dans la pièce qui lui a autrefois fermé sa porte pour être invité au premier rang. Non, ce jour-là, je n'ai pas seulement pris ma place. J'ai repris mon nom. Ils ont dit mon nom comme si c'était un titre de journal, clair, certain, mesuré. Maréchal Rebecca Ross. Ce n'a pas été crié. Ce n'était pas nécessaire. Le nom avait sa propre gravité maintenant. Je l'ai entendu résonner dans la salle de cérémonie, et pendant une seconde entière, l'air n'a pas bougé. Même le drapeau a semblé cesser de flotter. Puis, lentement, les gens ont commencé à se lever, pas tous en même temps, pas en synchronisation. Certains se sont levés par respect, d'autres par confusion, et quelques-uns, peut-être ceux qui avaient déjà entendu mon nom, se sont levés parce qu'ils comprenaient ce que ce moment signifiait vraiment. Je pouvais sentir des centaines d'yeux me suivre, mais je n'en ai remarqué que 3. Ma mère, assise au deuxième rang, a pressé ses 2 mains sur sa bouche. Son programme a glissé de ses genoux, voltigeant jusqu'au sol comme un drapeau blanc. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Mon père, l'amiral à la retraite, était assis,
le visage de Pierre, mais sa colonne vertébrale, celle qu'il redressait avec fierté pour chaque accomplissement de Landon, était maintenant légèrement courbée. Il n'a pas levé les yeux. Et Landon, mon frère, se tenait au bord de la Seine, figé. Son sourire, soigneusement maintenu jusqu'à présent, a vacillé. Un coin de sa bouche a tressailli, une seule fois, avant de s'effondrer complètement. Il n'a pas applaudi. Il n'a pas scié. Je n'ai pas hésité. Je me suis levé de mon siège au premier rang, où j'avais été placé par le commandant lui-même. Mes bottes ont heurté le sol avec une détermination tranquille. Chaque pas en avant était délibéré, stable, non pas triomphant, juste assuré. Ce n'était pas une parade de victoire. C'était un retour. Je n'ai pas regardé ma famille, pas encore. Je ne pouvais pas me le permettre. Si je le faisais, je pourrais ressentir quelque chose pour lequel je n'étais pas prête, le regret, la colère, même la tristesse. Mais je n'étais pas là pour l'émotion. J'étais là pour la restauration. La distance jusqu'à la Seine semblait plus longue qu'elle n'aurait dû, comme le couloir entre la mémoire et la vérité. Chaque pas résonnait du poids des choses non dites, des excuses jamais présentées, une confiance jamais accordée. En atteignant les marches, un marine en tenue de cérémonie m'a offert sa main. J'ai hoché la tête, j'ai décliné, et j'ai monté les marches seul. Cela aussi semblait juste. Sur la scène, le commandant attendait avec la médaille à la main. Il a croisé mon regard avec une affirmation silencieuse. Pas de discours, pas de présentation, juste une épingle sur mon cœur, fixée avec soin, et un murmure que moi seul pouvais entendre, ils écriront celle-ci. Je l'ai cru. Je me suis avancé, je me suis tourné pour faire face à la foule. Le silence n'était pas inconfortable. Il était respectueux, le genre qui ne vient qu'après que quelque chose d'indéniable ait pris possession de la pièce. J'ai balayé l'audience du regard, et maintenant, seulement maintenant, je me suis permis de les retrouver. Mon père refusait toujours de croiser mon regard. Sa mâchoire s'est crispée, un muscle a tressailli sur sa tempe. L'homme qui avait dit un jour que je n'étais pas faite pour le commandement était maintenant assis en sa présence et ne savait pas où regarder. Les mains de ma mère tremblaient. Je me demandais ce qui était le plus fort dans son esprit, la fierté ou la culpabilité. Landon me fixait comme s'il essayait de reconnaître quelqu'un qu'il pensait avoir enterré. Ses yeux n'étaient pas en colère, juste perdus, comme s'il ne pouvait pas comprendre comment j'avais survécu. Ou peut-être, au fond de lui, a-t-il toujours su que je le ferais. J'ai pris une inspiration, les laisser remplir chaque parcelle de moi, les laisser porter le souvenir de chaque porte fermée, chaque repas silencieux, chaque fois que quelqu'un a utilisé mon nom de famille comme un mur au lieu d'un pont. J'ai de nouveau regardé devant moi, pas vers le bas, pas en arrière. Et j'ai parlé, pas fort, juste assez. Cette médaille ne réécrit pas le passé. Elle n'efface pas les années où j'ai été laissé de côté de toutes les listes. Mais elle fait une chose. J'ai fait une pause. Le poids de la pièce a changé. Le public s'est légèrement penché en avant. Elle rend mon nom à sa place légitime. Je me suis reculé. Une vague d'applaudissements silencieux a commencé, douce au début, puis plus forte. Pas déchaînée, pas festive, mais certaine, solide. Un son comme la justice. Je n'étais pas venu ici pour humilier qui que ce soit. Je n'étais pas venu pour prouver que j'avais gagné. Je suis venu parce que la justice mérite une place à chaque table où elle a été autrefois refusée. Et aujourd'hui, on ne m'a pas seulement donné une place. J'ai pris ma place avec mon nom, mon grade, mon silence transformé en acier. C'était le son qu'il ne pourrait plus jamais faire taire. J'ai grandi dans une maison qui fonctionnait selon le protocole. Mon père, l'amiral Gérald Ross, ne laissait pas la marine derrière lui en rentrant à la maison. Il la faisait simplement entrer par la porte d'entrée. Nos emplois du temps étaient affichés sur le réfrigérateur comme des briefings de mission, petit déjeuner à 6h, corvée à 6h30, uniforme repassé, lit fait au carré, et émotions inutiles. Ma mère, Helena, jouait le rôle du métronome silencieux en arrière-plan. Elle n'aboyait jamais d'ordre comme mon père, mais elle les appliquait avec une précision chirurgicale. Elle dirigeait la maison comme une machine bien huilée, lessive le mardi, course le jeudi, sans exception. Son silence n'était pas de la douceur, c'était de la stratégie. Elle maintenait l'ordre par la retenue. Et puis il y avait Landon. Landon était le premier-né, le prototype, la fierté de l'héritage de la famille Ross. Il a marché tôt, parlé tôt, gagné des médailles avant de savoir épeler son propre nom.
Quand il avait 8 ans, mon père a construit une vitrine en bois dans le couloir juste pour ses accomplissements. Je me souviens du son du marteau, de la façon dont il résonnait à travers les murs comme une promesse, voilà qui nous sommes. En comparaison, j'étais silencieuse, prudente. Je suivais les instructions mais n'attirais jamais l'attention. J'étais le genre d'enfant qui se fondait dans les coins, qui répondait aux questions avant qu'on les lui pose, qui savait instinctivement ne pas interrompre. Si Landon était la mission, j'étais la marge. Les photos de famille étaient toujours arrangées autour de lui, centrées, encadrées. J'étais sur les photos, oui, mais rarement au milieu. Parfois, je me tenais légèrement sur le côté. Parfois, mon visage était tourné ou mes yeux fermés. Une fois, je me souviens m'être tenu trop loin du groupe, et mon père m'a dit de rentrer dans le rang, comme un soldat qui s'était écarté de la formation. Nous ne nous sommes jamais pris dans les bras dans notre maison. Il n'y avait pas d'histoire avant de dormir, pas de « comment s'est passée ta journée » à table, juste des rapports. C'était toujours « que as-tu fait ? Est-ce que c'est terminé ? Quelle est la suite ?» Les éloges étaient une forme de monnaie, et Landon la gagnait en grande quantité. Quand il ramenait des notes parfaites, mon père lui versait un verre de thé glacé, sa version de la célébration. Quand je ramenais les mêmes, ma mère hochait la tête une fois et retournait à son pliage de linge. Je n'étais pas jalouse, pas exactement. La jalousie implique de vouloir prendre quelque chose. Je ne voulais pas ce que Landon avait. Je voulais juste compter pour ce que j'étais. Mais dans notre maison, la valeur venait de la visibilité, et la visibilité venait d'accomplissements qui correspondaient au plan. Landon a suivi le chemin, l'académie navale, la formation d'officier, des promotions réglées comme une horloge. J'ai choisi différemment. Même adolescente, j'étais attirée par les schémas, les ombres, les mécanismes derrière les décisions. Je lisais des rapports de renseignements en ligne pour m'amuser. Je ne voulais pas des projecteurs, je voulais la salle de contrôle. Quand j'ai dit à mon père que je postulais pour le renseignement de l'armée de terre, il m'a regardé comme si j'avais annoncé une carrière de clown. L'armée de terre, a-t-il dit. Tu veux passer ta vie dans l'ombre ? Non, ai-je dit doucement. Je veux la passer à donner un sens aux choses. Il n'a pas répondu. Il est juste parti. Ma mère a appelé cela une phase. Elle a dit, peut-être que tu demanderas un transfert plus tard. Mais je ne l'ai pas fait car, pour une fois, j'avais trouvé quelque chose qui m'appartenait. Pourtant, même après mon départ, le rythme de notre maison résonnait dans mon corps. Je me réveillais à 5h30 chaque matin sans réveil. Je cirais mes bottes avec les mêmes mouvements méthodiques que mon père avait enseignés à Landon. Je gardais mes émotions dissimulées derrière la discipline, tout comme ma mère. Je ne leur en voulais pas pour la façon dont ils nous avaient élevés, mais je me souviens de la froideur. Je me souviens d'avoir eu 10 ans, de rentrer de l'école avec un genou écorché, et ma mère me tendant une serviette au lieu d'un câlin. Je me souviens d'avoir gagné un concours régional de débat, et mon père répondant « C'est bien, mais ce n'est pas l'académie navale ». Je me souviens des anniversaires comme des repas chronométrés, gâteaux coupés, bougies soufflées, photos prises. Pas de temps mort, pas de chaleur. Alors, j'ai appris à ne plus avoir besoin de chaleur. J'ai construit un monde où l'efficacité comptait plus que l'affection, où la clarté était un réconfort, où le silence n'était pas la solitude, c'était le contrôle. Mais parfois, tard dans la nuit, j'imaginais une autre version de moi, une qui avait le droit d'être désordonnée, douce, visible. Cette version ne rentrait jamais entre nos murs, alors j'en ai construit de nouveaux, loin, discrètement, où je pouvais grandir sans être mesuré à l'aune d'un frère dont le nom de famille était gravé dans le verre tandis que le mien n'était même pas sur la liste. L'armée de terre n'était pas ma rébellion, c'était mon évasion. Je ne l'ai pas choisi pour défier ma famille. Je l'ai choisi parce que j'avais besoin d'un espace où mon nom de famille ne me définissait pas, où je n'avais pas à expliquer pourquoi je n'étais pas comme mon frère, où je pouvais juste être Rebecca. Je me suis enrôlé dans le renseignement de l'armée de terre sans grande cérémonie. Ma candidature a été acceptée, mes examens médicaux validés, ma lettre d'acceptation est arrivée par la poste et est restée non ouverte sur la table de la cuisine pendant 3 jours avant que quelqu'un ne demande ce que c'était. Quand je leur ai finalement dit, mon père a dit, « Hein. C'est tout. » Pas de poignée de main, pas de conseil, pas de mots de fierté. Ma mère a haussé un sourcil et a dit, « Eh bien, au moins c'est fédéral. » Je suis parti 2 semaines plus tard. Pas d'adieu, pas de panier repas, juste un signe de tête bref de mon père alors que je fermais la porte d'entrée derrière moi. À l'entraînement de base,
je regardais les autres cadets recevoir des lettres de la maison, des colis, des appels téléphoniques à des heures désignées. Je n'en ai pas reçu un seul ni pendant le camp d'entraînement, ni pendant ma formation avancée, ni même le jour de la remise des diplômes. Je me tenais sur le terrain de parade en uniforme, impeccable et raide, attendant de voir s'il pourrait me surprendre. Un seul siège dans les gradins était resté vide, réservé à ma famille. Il est resté ainsi. Je me disais que cela n'avait pas d'importance, que j'y étais habitué, que je n'avais pas besoin d'eux pour valider ce que j'avais accompli. Mais ce siège vide me hantait. Même des années plus tard, je pouvais encore l'imaginer, encore sentir son silence. Pendant ce temps, la carrière de Landon était une machine à gros titres, académie navale, officier commissionné, premier commandement à 28 ans. Il était sur des affiches de recrutement, des couvertures du Navy Times, des panels d'invités universitaires. Il prononçait des discours lors de galas militaires, apparaissait à la télévision locale pour les spéciaux du Memorial Day. Les gens prononçaient son nom comme une marque. Je voyais son image sur des panneaux d'affichage et je pensais, c'est mon frère, non pas avec fierté, mais avec résignation. Parce que chaque fois que son visage apparaissait, mon propre nom disparaissait un peu plus. Chaque fois que je rentrais à la maison, si je rentrais, j'étais toujours présenté comme la sœur de Landon, jamais comme une soldate, jamais comme une analyste, jamais comme une leader. Il disait aux voisins que je travaillais dans l'administration. Elle est derrière un bureau, disait mon père. Elle s'occupe de documents. Peu importait que ces documents soient des briefings sensibles, des simulations stratégiques, des matrices de menaces qui façonnaient des déploiements entiers. Pour eux, ce n'était pas réel à moins de le voir à la télévision, et je n'étais pas à la télévision. Ce silence s'est approfondi avec le temps. J'ai essayé une fois de le briser. J'ai ramené à la maison une lettre de félicitations de mon commandant, une reconnaissance pour avoir réussi à décoder un réseau de communication à haut risque à Kandahar. Je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine, pensant qu'il la lirait peut-être, qu'il poserait des questions. Ils ne l'ont pas fait. Ma mère a utilisé le dos de la lettre comme bloc-notes pour sa liste de courses. Je n'ai rien dit car, à ce moment-là, j'avais appris le schéma. Landon était célébré pour sa simple présence. Je devais disparaître pour être remarqué. Même les quelques fois où nous nous sommes croisés au mariage militaire, funérailles, vacances, il me posait toujours la même question, tu fais toujours le truc de bureau. Je hochais la tête, et il souriait, satisfait, comme si j'avais confirmé sa conviction que je n'étais pas une menace, pas une concurrente, pas partie prenante du jeu. Mais je l'étais. Je ne jouais simplement pas à sa manière. Au lieu des discours, j'étudiais le silence. Au lieu des gros titres, j'étudiais les briefings de renseignement. J'ai construit ma carrière dans l'ombre, non pas parce que je me cachais, mais parce que je comprenais que le pouvoir n'était pas toujours bruyant. Parfois, il était silencieux. Parfois, il était patient. Parfois, il portait des bottes qui marchaient dans la boue au lieu des tapis rouges. Je n'étais pas le visage de l'armée, mais j'en étais la colonne vertébrale. Et pendant que ma famille louait les médailles qu'il pouvait encadrer, je portais celles qui n'étaient jamais vues, gravées dans les souvenirs de vies sauvées, de désastres évités, de crises interceptées avant même que les nouvelles sachent qu'elles existaient. Des chemins différents, le même silence. Mais je commençais à apprendre que le silence, lui aussi, pouvait être une arme. Mimbé était censé être le moment décisif de ma carrière. C'était le genre de mission pour laquelle la plupart des gens s'entraînent toute leur vie sans jamais la voir, haut risque, fort impact, haute habilitation. C'était une interception de renseignements coordonnés conçue pour empêcher une escalade multinationale. Une mauvaise décision, et les conséquences se propageraient à travers les océans. J'étais la responsable. J'ai élaboré la stratégie de surveillance, j'ai mené les simulations, j'ai identifié les ressources locales, confirmé les sources de données, calculé les ratios de risque. Mes empreintes étaient sur chaque parcelle de l'opération. Mon nom était inscrit sur l'ordre de mission original, en première ligne, au-dessus de 3 officiers supérieurs. J'avais mérité cette place. Je l'avais méritée. Pendant des semaines, j'ai travaillé 20 heures par jour, dormi dans la salle des opérations, mangé des barres protéinées à mon bureau. J'ai personnellement coordonné avec notre unité cybernétique pour bloquer 4 transactions suspectes qui auraient déclenché un réseau d'agents dormants. Nous avons arrêté cela avant que ça n'arrive, avant que le monde sache à quel point il était passé près du drame. Et pourtant, mon nom a disparu. La mission était classifiée. Pendant 3 semaines, après qu'elle a été déclassifiée et que les félicitations ont été décernées,
je n'ai même pas été mentionné dans la note officielle. Pas une seule fois. Le nom sur le résumé, Capitaine Drew Hale, un officier de liaison de la logistique, quelqu'un qui n'était pas présent au briefing, qui n'a pas mené les opérations, qui n'avait même pas mis les pieds à Minbé avant les dernières 48 heures, après que toutes les pièces maîtresses étaient en place. Il a transféré une carte que j'avais créée. C'est tout. Et d'une manière ou d'une autre, cela a suffi pour qu'on lui décerne la Navy Cross. Je me souviens d'être assise dans le noir dans ma couchette, lisant le communiqué de presse. Mon nom n'était pas dans le premier paragraphe, ni dans le second, ni nulle part. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur. J'ai attendu un jour, puis deux. J'ai soumis une correction formelle au bureau des félicitations du département. Aucune réponse. J'ai relancé. Silence. Puis est arrivée la notification de réaffectation. Aucune explication, juste des ordres. J'ai été retiré de mon poste et transféré dans une installation sur le territoire national sous le prétexte de « rotation ». Ma demande de révision a été marquée comme « close ». Je n'avais pas besoin que quelqu'un m'explique ce qui s'était passé. J'avais déjà vu ce scénario se dérouler, mais jamais avec des enjeux aussi élevés. Quelqu'un de puissant voulait que je sois invisible. Quelqu'un a fait le choix de créditer un homme qui n'avait pas fait le travail, d'effacer une femme qui en avait porté le poids. Le pire n'était pas de perdre la médaille. Ce n'était pas le silence. C'était de savoir que je n'avais même jamais été considéré pour la reconnaissance, comme si je n'avais jamais été dans la pièce. Lorsque l'équipe interne a publié le compte rendu de la mission, ils ont utilisé la terminologie exacte que j'avais développée dans des mémos privés, des termes que personne d'autre n'aurait utilisés. Mon langage, mon cadre, volé. Aucune citation, aucune reconnaissance, juste pris. Je me souviens d'avoir montré le rapport final à mon supérieur, un colonel en qui j'avais confiance. Il a lu la première page, a fermé le dossier et a dit « ça arrive ». C'est tout. Ça arrive, comme si c'était un phénomène météorologique, comme si c'était la gravité, comme si les femmes dans le renseignement devaient simplement accepter que leur travail vive mieux en arrière-plan. Je suis sorti de son bureau la mâchoire serrée, le poing crispé, et une pensée qui se répétait dans ma tête, pas cette fois. Je ne savais pas encore comment, ni quand, mais je savais que je ne laisserais pas passer ça. Car il ne s'agissait pas seulement de crédit, il s'agissait d'effacement, du vol lent et chirurgical de l'identité, du fait d'entendre encore et encore, de 100 manières subtiles, que vous êtes remplaçable, oubliable, sacrifiable. Mais je ne l'étais pas. J'avais des noms, des documents, des chaînes de commandement. J'avais le briefing original, les simulations horodatées, les données brutes. J'avais tout ce dont j'avais besoin sauf une chose, un levier. Et c'est là que j'ai compris. Je ne pouvais pas gagner cela de l'intérieur du système, pas en tant que Rebecca, l'officier docile. Je devais devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'avait pas besoin de leur permission pour être vu. Minbé ne m'a pas brisé. Minbé m'a éveillé. Ils ont volé mon nom une fois. Ils ne le feraient plus jamais. J'ai déposé le rapport 3 jours après le débriefing de Minbé. J'ai attendu que la poussière retombe, que les communiqués de presse aient circulé, que la Navy Cross ait été remise au mauvais homme. Ensuite, j'ai rassemblé les documents, copies des ordres, mémos internes, données satellites marquées avec mon code d'opérateur, et j'ai soumis une plainte formelle via le système de recours interne. Je ne m'attendais pas à une médaille. Je ne m'attendais pas à une parade. Mais je m'attendais à une réponse. 48 heures sont passées, puis 72. Rien. Alors, j'ai appelé le bureau des félicitations militaires. La ligne a sonné 6 fois avant qu'une voix ne réponde, sèche, mécanique, distante. Division des félicitations. Indiquez votre numéro de dossier. Je l'ai lu. Il y a eu une pause. Puis la voix a dit, oui, il est marqué comme reçu. J'ai attendu plus. Au lieu de cela, j'ai entendu, merci de votre suivi. Puis la ligne a été coupée. J'ai fixé le téléphone, pas en colère, juste froide, comme si quelqu'un avait baissé la température dans la pièce. La phrase « marqué reçu » était l'équivalent administratif d'un haussement d'épaule. Cela ne signifiait pas que le dossier était en cours de lecture, ou d'examen, ou acheminé vers quelqu'un d'important. Cela signifiait « nous l'avons vu ». Maintenant, arrêtez de demander. J'ai soumis une deuxième demande. Cette fois, j'ai inclus un addendum avec des journaux de bord supplémentaires.
J'ai souligné le conflit spécifique entre le projet de mission initial portant mon identifiant d'habilitation et l'ordre de mission final signé sous le nom de Hale. Aucune réponse. J'ai rappelé. Même voix, même réponse. Oui, c'est dans le dossier. Une autre pause. Y a-t-il autre chose, madame? Il y en avait. 100 choses. Pourquoi le crédit avait-il changé à la dernière minute? Pourquoi mon nom avait-il été effacé? Pourquoi il avait-il été promu pour avoir transféré un dossier que j'avais créé? Pourquoi avais-je été réaffecté? Mais je n'ai rien dit de tout cela car je savais déjà ce qui se passerait si j'insistais. Je serais signalé pas publiquement, pas officiellement. Discrètement, silencieusement. La manière dont ils isolent les officiers qui perturbent le récit. La manière dont ils gèrent les femmes qui ne sourient pas et ne passent pas à autre chose. Cela n'arrive pas avec des signes avant-coureurs. Cela n'apparaît pas dans un mémo. Cela commence par être omis des invitations de calendrier, puis être retiré de l'équipe, puis transféré dans une unité sans possibilité de promotion, le tout enveloppé dans un langage poli, rotation, réalignement, optimisation des ressources. J'avais vu cela arriver à d'autres. Maintenant, cela m'arrivait à moi. Une semaine est passée, puis une autre. Pas un mot, pas de mise à jour, pas de reconnaissance. Le silence n'était pas accidentel, il était stratégique. Parce que si personne ne répond, personne n'est responsable. Si personne n'examine la plainte, personne n'a à répondre de la vérité. Finalement, j'ai reçu une enveloppe scellée. Ce n'était pas une réponse à ma plainte. C'était une notification de réaffectation, avec effet immédiat. Nouveau commandement, nouveau bureau, affectation sur le territoire national. Aucune explication. J'ai demandé à mon commandant pourquoi. Il m'a regardé longuement, puis a dit « Ces choses arrivent ». Je me souviens de cette phrase plus que de n'importe quel détail de l'opération elle-même. Ces choses arrivent, comme si l'intégrité était une victime mineure, comme si l'effacement n'était qu'une autre forme de conformité. Je l'ai fixé, sans colère, sans argument, juste une compréhension silencieuse. Il n'était pas le méchant. Il était le système. Et le système n'était pas conçu pour récompenser des gens comme moi. Il était conçu pour les contenir, pour les utiliser, pour les dépouiller de leur crédit avant que leur nom n'ait du poids. J'ai fait mes bagages cette nuit-là. Pas de cérémonie, pas d'adieu, juste des dossiers dans un sac de sport et un silence qui ressemblait à du béton. J'ai croisé Hale dans le couloir en sortant. Il a hoché la tête, m'a adressé ce sourire que les officiers utilisent quand ils prétendent que tout va bien. Il n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Il avait déjà pris ce pourquoi il était venu, et le système l'avait laissé faire. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de croire que quelqu'un arrangerait ça pour moi, que quelqu'un au sommet verrait le rapport et dirait « ce n'est pas juste ». Parce qu'il ne le ferait pas. Parce qu'il ne le voulait pas. Et parce que les gens comme moi ne s'élèvent pas par des pétitions. Nous nous élevons par la preuve. Et je l'avais. Il me suffisait d'attendre le bon moment. Et quand ce moment viendrait, je ne demanderais rien. Je reviendrais chercher ce qui m'appartenait. La lettre de réaffectation est arrivée un lundi matin. Il n'y a pas eu de réunion, pas d'explication, juste une enveloppe sur mon bureau à mon arrivée, couleur crème, sans en-tête, sans signature humaine. Elle était tapée au format militaire standard. Avec effet immédiat, je devais me présenter à une unité logistique nationale en Virginie, un commandement civilo-militaire. Faible visibilité, pas de travail classifié, pas d'activité de terrain. Un endroit où les carrières allaient à la dérive ou disparaissaient. Il n'y avait aucune mention de Mimbé, aucune mention de la plainte que j'avais déposée, aucune mention de quoi que ce soit qui comptait. Juste des coordonnées, des ordres et le silence. Je suis resté assise à mon bureau et j'ai fixé le papier pendant un long moment. Mon café a refroidi avant que je ne le touche. Les lettres se sont brouillées, mais je n'ai pas scié. Je l'ai lu 5 fois. Réaffectation, pas punition, pas rétrogradation. Juste un retrait. Propre, silencieux, chirurgical. Je me suis levé, j'ai regardé autour du bureau. Les gens bougeaient comme d'habitude, le cliquetis des claviers, les sonneries des téléphones, un rythme dont je faisais autrefois partie. Mais quelque chose avait changé. Personne n'a croisé mon regard. Ni mon analyste, ni l'officier subalterne qui m'apportait autrefois des résumés de renseignements, ni le chef d'état-major qui avait dit un jour que j'avais les instincts les plus aiguisés de la pièce. Ils me voyaient,
mais il ne me voyait pas. C'était comme si le système avait appuyé sur « supprimer » et que tout le monde avait reçu le mémo sauf moi. Je me suis levé et j'ai fait le tour du périmètre, une seule fois, lentement. Pas pour dire au revoir, juste pour observer. Les visages se détournaient poliment. Les conversations baissaient de ton. Quelques personnes ont hoché la tête, brièvement, maladroitement, les yeux pleins d'une culpabilité qu'ils ne voulaient pas assumer. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais devenue dangereuse. Non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que j'avais osé souligner que quelque chose l'était. Les systèmes n'aiment pas les questions. Ils aiment l'ordre, la stabilité, le silence. Et je n'étais plus silencieuse. J'ai fait mes bagages sans cérémonie, quelques dossiers, un carnet à moitié utilisé, une pièce de monnaie que mon père m'avait donnée de son premier commandement. Je me suis arrêté sur cette pièce. Elle signifiait autrefois quelque chose, héritage, lignée. Maintenant, elle semblait juste lourde. Je l'ai placée au fond de mon sac. En le fermant, il est passé. Il n'a pas ralenti. Il n'a pas souri. Juste un petit signe de tête, désinvolte, étudié, le genre de geste que l'on fait à quelqu'un que l'on pense ne pas riposter. Je ne l'ai pas rendu. Je n'ai pas détourné le regard non plus, car je voulais qu'il le voie, pas de rage, pas d'accusation, juste un souvenir. Il se souviendrait de ce moment, du calme avant le règlement de compte. J'ai rendu mon badge à la réception. L'employé a à peine levé les yeux. Je n'étais plus sur la liste. Pas de badge, pas d'habilitation, pas de place à la table. Au moment où je suis entré dans le parking, j'étais déjà oublié. Il pleuvait, assez légèrement pour brouiller le pare-brise mais pas assez pour cacher la vérité. Je suis resté assise au volant pendant un long moment, les mains posées sur le volant, ne sachant pas où aller. Le rapport de réaffectation indiquait la Virginie, mais je savais mieux. Il ne me déplaçait pas, il me mettait au placard. Et je n'allais pas jouer le jeu. Cette nuit-là, j'ai pris une chambre dans un hôtel à 2 heures au nord. Pas d'appel, pas de mais. J'ai regardé le plafond jusqu'au matin, blanc, simple, sans complication. Je ne m'étais jamais senti aussi effacé, mais je ne m'étais jamais senti aussi certaine non plus. Parce que lorsqu'une machine aussi grande essaie de vous faire disparaître, cela signifie généralement que vous étiez plus proche de la vérité qu'ils ne veulent l'admettre. Je n'étais pas parti. J'étais éveillé. Ils avaient pris mon crédit, ma mission, mon élan, mais ils avaient commis une erreur, ils m'avaient laissé avec mon esprit et ma mémoire. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Parce qu'il y a une sorte de justice qui ne demande pas d'approbation. Elle attend simplement. Et quand elle arrive, elle ne frappe pas. Elle entre avec la force de chaque non silencieux, de chaque rapport effacé, de chaque réunion à huis clos où le pouvoir se croyait en sécurité. C'est ce qu'ils n'ont pas vu. Je n'étais pas seul, et je n'avais pas fini. J'ai disparu sans rien dire à personne. Pas d'adresse de suivi, pas de pot de départ, pas d'explication polie. J'ai réservé un aller simple pour le Montana et loué une cabane au bord d'une ville oubliée, à 3 heures de la base la plus proche, à 5 de la ville la plus proche. Il n'y avait ni internet, ni câble, à peine assez de réseau cellulaire pour envoyer une fusée de détresse. C'était le but. Je ne voulais pas être jointe. Je ne voulais pas qu'on me rappelle. Je ne voulais pas être le numéro de dossier de quelqu'un, ou le murmure en marge, ou l'histoire édifiante chuchotée. Je voulais être seul. La cabane était petite, une pièce, un plancher en pin, un poêle à bois, une table, un lit, une seule étagère étroite avec un dictionnaire à la tranche fissurée et un guide médical de terrain obsolète. Les fenêtres donnaient à l'est. Chaque matin, je me réveillais avec une vague de lumière grise et le son du vent brossant l'herbe sèche. Je n'ai pas porté mon uniforme, pas une seule fois. Je les pliais et les plaçais dans la malle que je portais avec moi, les posais à plat sous une copie du code de justice militaire, puis j'ai fermé le couvercle. Je n'étais pas là pour être une soldate. J'étais là pour étudier le système qui avait tenté de me briser. Chaque matin, je préparais du café, assez fort pour brûler la mémoire, puis je m'asseyais à la petite table et j'ouvrais un livre de droit. J'ai commencé par la doctrine fondamentale, la jurisprudence, les procédures de la chaîne de commandement, les politiques sur les lanceurs d'alerte, les codes de conduite, les délais statutaires. Ensuite, je suis passé au registre d'incidents, aux mémos consultatifs, aux précédents en matière de conflits internes. Certaines nuits, je rêvais en numéro de règlement, article 138, article 92, section 806b.
Chaque règle était une brique, chaque exception une fissure, et quelque part dans ce mur, je trouverais l'ouverture dont j'avais besoin. Je ne constituais pas un dossier, pas encore. Je construisais une compréhension, un langage, un plan. Parce que si j'allais être effacé, je devais savoir exactement comment il l'avait fait et comment défaire chaque étape. Je prenais des notes dans un cahier ligné, pas de copie numérique, pas de sauvegarde. Je ne faisais pas confiance au cloud. Je ne faisais confiance à pas grand-chose, en fait. Mon écriture est devenue plus serrée au fil des jours, plus nette, comme si mon esprit s'aiguisait à chaque entrée. Je vivais simplement, flocons d'avoine au petit déjeuner, riz et haricots en conserve le soir. Une seule lampe éclairait la pièce après le coucher du soleil. Je passais des jours sans parler, des semaines sans voir un autre visage, et pourtant, je ne me sentais pas perdu. Je me sentais précise. La douleur a une façon de clarifier les choses. Elle dépouille le bruit, la politesse, les « j'aurais dû » et les « et si ». Elle ne laisse derrière elle que la vérité. Et la vérité, quand c'est tout ce qu'il vous reste, devient plus que de la survie. Elle devient un but. Je ne consultais pas les nouvelles. Je ne demandais pas de nouvelles de Landon. Je ne voulais pas savoir ce qu'il disait, ou faisait, ou prétendait. Parce que quel que soit le récit qu'il avait tissé sur main B, quelle que soit la version de l'histoire qui faisait de lui le héros, tout s'effondrerait au moment de mon retour. Et je reviendrai. Non par dépit, par nécessité. La justice n'est pas un sentiment, c'est une fonction, une conception. Elle existe pour équilibrer le poids, pour restaurer l'alignement, non pas pour que les gens se sentent mieux, mais pour rendre le monde moins tordu. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas accuser. J'allais révéler, pièce par pièce, ligne par ligne, non seulement ce qui m'avait été fait, mais comment la structure l'avait permis. C'était la véritable blessure, non pas la trahison elle-même, mais la machinerie qui la protégeait. Je suis resté dans cette cabane pendant 42 jours. Le 43e jour, je me suis tenu sur le seuil et j'ai regardé le soleil se lever. Mes mains étaient stables. Mon esprit, clair. J'avais mémorisé les politiques. J'avais marqué chaque déviation. J'avais cartographié le silence. Et je savais que, le moment venu, je n'aurais pas besoin de permission pour parler. Je porterais la vérité comme une lame, et je graverais à nouveau mon nom dans les archives pour de bon. Elle s'appelait Keller. Émilie Keller. Nous nous étions rencontrés pour la première fois 7 ans plus tôt lors d'un déploiement isolé à Kandahar. Elle était alors une jeune officier des transmissions, nerveuse, brillante et négligée par tout le monde sauf moi. J'avais vu les schémas dans son esprit, la façon dont elle pouvait trancher le cryptage comme de la soie. Je lui avais dit une fois, discrètement, qu'elle dirigerait un jour sa propre division. Elle ne m'avait pas cru, mais elle s'en était souvenue. Après main B, après la réaffectation, après le silence, je me suis souvenu d'elle aussi. Elle était maintenant stationnée à Fort Meade. J'ai vérifié. Division cyber, niveau d'habilitation Delta. Son nom apparaissait dans quelques briefings internes que j'avais encore archivés. Je savais que la contacter serait risqué. Elle était toujours active, toujours à l'intérieur du système. Mais je savais aussi que sa loyauté n'allait pas au visage ou au grade. Elle allait à la vérité. J'ai envoyé un seul message via un canal sécurisé. Pas d'objet, pas de salutation, juste une phrase, « Me fais-tu assez confiance pour m'aider à prouver quelque chose ?» Elle a répondu en 8 minutes. Oui. De quoi as-tu besoin? Je n'ai pas tout envoyé d'un coup. Je lui ai donné des dates, des codes d'opération, des identifiants de force opérationnelle. Je lui ai dit que je cherchais des journaux système internes de l'opération de main B, pas les fichiers publics. L'activité en arrière-plan, horodatage, pistes d'accès, journaux de modification, tout ce qui pourrait montrer une manipulation. Elle n'a pas demandé pourquoi. 3 jours plus tard, elle m'a appelé depuis une ligne brouillée. J'ai trouvé quelque chose, a-t-elle dit, mais ça ne va pas te plaire. Mon cœur a battu une fois, fort. J'ai gardé ma voix stable. Dis-moi. Il y a eu une modification enregistrée à 2 heures la nuit avant l'envoi de l'ordre de mission finale. Elle a changé la ligne d'attribution du responsable, a supprimé ta désignation, l'a remplacée par celle de Hale. Qui l'a approuvé, ai-je demandé. Silence. Puis, la clé d'autorisation, elle a été émise depuis le terminal de Landon Ross. Pendant une seconde, je n'ai pas respiré. Non pas parce que je ne m'en doutais pas,
mais parce que la suspicion et la confirmation habitent des pièces différentes. L'une murmure. L'autre explose. Elle a continué, la signature correspond à son modèle de clé. Ce n'est pas un poste partagé. Ce n'était pas une erreur de relais. Elle m'a envoyé le paquet. Je l'ai ouvert sur une tablette sécurisée, les doigts froids, les yeux balayant les chaînes de code et les métadonnées. C'était là, la modification, enregistrée, tracée, sans ambiguïté. Mon nom barré, celui de Hale inséré. Approuvé par l'identifiant utilisateur LR75ADM. Landon. Mon frère. Le même homme qui m'accompagnait à l'arrêt de bus quand j'avais 6 ans, qui m'a appris à faire des ricochets, qui s'est tenu à côté de moi aux funérailles de notre grand-père et m'a serré la main quand je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. Il avait signé l'effacement de mon nom. Il ne s'était pas contenté de rester les bras croisés pendant qu'on m'effaçait, il avait pris la plume. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé le plafond. La voix de Keller était douce dans mon oreille. Je suis désolé. Je ne voulais pas y croire non plus. Je l'ai remerciée. Elle n'a pas demandé ce que j'allais faire ensuite parce qu'elle le savait déjà. Avant de raccrocher, elle a ajouté une dernière chose. J'ai imprimé une copie papier au cas où. Je l'ai classée sous un compte fantôme. Personne ne la trouvera à moins que je ne le veuille. Elle était toujours cette officier nerveuse et brillante. Seulement maintenant, elle n'était plus négligée. Elle était le point d'appui. Et j'avais ma première preuve. Ce n'était pas encore suffisant, pas pour ce dont j'avais besoin, mais c'était le début de quelque chose d'irréversible. Et une fois que la vérité commence à bouger, on ne peut plus la remettre dans le tiroir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. Je n'ai même pas maudit son nom. J'ai juste murmuré une phrase dans la pièce vide, ma voix stable, tu l'as vraiment fait. Et à partir de ce moment, je ne devinais plus. Je documentais. Et Landon Ross, mon frère, mon traître, faisait officiellement l'objet d'une enquête. Il ne le savait juste pas encore. C'était enfoui dans un fil de discussion que personne n'avait pensé à nettoyer, une chaîne de mails archivés, nichée à 3 niveaux de profondeur dans un dossier de projet intitulé « Conseil stratégique conjoint, administratif ». Caché, mais pas crypté, car lorsque les gens se croient intouchables, ils cessent de bien cacher les choses. Keller l'a trouvé en effectuant une recherche croisée entre l'activité du terminal de Landon et le routage des messages externes. Elle ne le cherchait même pas. Elle a simplement suivi une piste de retour à l'envoyeur qui signalait une pièce jointe non approuvée, un simple PDF. Cela a mené à une conversation entre Landon et un homme nommé Elliot Grant, un civil de liaison auprès du Conseil de stratégie de la défense. Keller me l'a transmis sans commentaire, juste l'entête et le corps du message. Et c'était là, elle ne jouera pas le jeu d'Onle Hale. Elle est irréprochable, mais trop rigide, trop à cheval sur le règlement. Elle ne sait pas comment gérer l'image. Si tu veux quelqu'un de promouvable, tu choisis quelqu'un de malléable. Tu le donnes à Hale. Je le soutiendrai publiquement, et quand la poussière sera retombée, nous parlerons de mon siège au conseil. Discrètement. Je l'ai lu 2 fois avant de pouvoir bouger, puis encore une fois, plus lentement. Les mots ne m'ont pas choqué. Ce qui m'a secoué, c'est leur désinvolture, la manière si simple dont ma carrière avait été négociée comme un actif, non comme une personne. Il n'a pas seulement troqué ma reconnaissance. Il a marchandé mon silence contre de l'influence, de l'accès, du pouvoir. J'avais toujours su que Landon était ambitieux. Depuis l'enfance, il courait après la validation comme si elle lui était due. Mais ce n'était pas de l'ambition. C'était du calcul. Un frère qui partageait autrefois son gâteau d'anniversaire avec moi avait transformé mon travail en monnaie d'échange. Elle ne jouera pas le jeu, c'est ce qu'il a dit, et il avait raison. Je ne savais pas comment réseauter par la manipulation. Je ne savais pas comment gagner en politique sans la vérité. Je n'étais pas faite pour les arrière-salles et les poignées de main échangées comme des secrets. J'étais faite pour la précision, pour la structure, pour la responsabilité. Et cela faisait de moi une menace non pas parce que j'étais imprudente, mais parce que je ne pouvais pas être achetée. Landon ne m'a pas piégé. Il n'en a pas eu besoin. Il s'est simplement écarté pendant que la machine me digérait, puis a collecté la faveur qu'on lui avait promise. Le reste du fil de discussion continuait sur le même ton. Elliot a répondu, et il est médiocre mais visible. Il suit les directives. Landon, la médiocrité est plus facile à gérer. Je m'assurerai qu'il obtienne ce dont il a besoin.
Aucune autre mention de mon nom, juste un effacement si complet qu'il ne nécessitait même pas de discussion. Comme si je n'avais jamais existé. Je suis resté assise dans un coin de la cabane avec l'email ouvert sur mon écran, la seule lumière provenant de l'appareil lui-même. Dehors, le vent grattait les pins comme du papier de verre. Mon café avait refroidi. Ma respiration était stable. C'était là, le mobile, la preuve de collusion, la preuve de l'intention. Pas juste une erreur de secrétariat, pas une réaffectation accidentelle. Une transaction. Je savais ce que cela signifiait légalement, structurellement. Je savais aussi ce que cela signifiait personnellement, que l'homme en qui j'avais autrefois eu confiance pour tous mes secrets, qui s'était assis à côté de moi aux remises de diplômes et aux funérailles des grands-parents, m'avait considéré comme un obstacle sur son chemin vers l'élévation. Il n'a pas essayé d'arrêter ma chute, il l'a orchestrée. J'aurais dû ressentir de la rage. J'aurais dû crier. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la clarté. Ils ne m'avaient pas seulement sous-estimé, ils avaient laissé leurs empreintes sur l'accord. Et une fois que vous laissez des empreintes, vous laissez une trace. J'ai copié le fil de discussion sur un disque dur externe, les stocké sur une clé USB de qualité militaire avec un accès par clé cryptée. Ensuite, j'ai imprimé une seule copie papier et les scellé dans une enveloppe en plastique, scotchée sous le tiroir du bureau de la cabane. Parce que la vérité, une fois trouvée, n'appartient pas seulement à la mémoire. Elle appartient aux archives. J'ai écrit une seule note en marge de l'email, 6 mots, c'est ici que tout bascule. Parce que c'était le cas. Pas en public, pas encore, mais à l'intérieur de moi, tout a changé. Je ne voulais plus la reconnaissance. Je voulais la correction. Pas la vengeance, la restauration. Et maintenant, j'avais le plan. Certaines vérités sont mieux lues. D'autres, il faut les entendre. C'est Keller qui a trouvé l'enregistrement. Elle ne cherchait même pas de l'audio. Elle fouillait dans les journaux de communications horodatés, essayant de tracer les métadonnées de l'ordre de modification qui avait retiré mon nom de l'opération de Mainbay. Enfouie dans un paquet signalé provenant d'un enregistreur de salle de briefing crypté, elle est tombée sur un court clip, 93 secondes, enregistré, archivé, oublié. Elle ne l'a pas envoyé tout de suite. Elle a d'abord appelé. J'ai répondu après 2 sonneries. « Tu es assise ?» a-t-elle demandé. Je lui ai dit que oui. Parce que ça, tu dois l'entendre toi-même. Elle a transféré le fichier. Il est arrivé sans objet, juste un seul mot dans le corps du message, « Écoute ». J'ai mis mon téléphone en mode avion, j'ai verrouillé la porte de la cabane et je me suis assise à la table. La pièce était silencieuse, pas de vent, pas de bruit de fond, juste le faible bourdonnement de quelque chose sur le point de changer. J'ai appuyé sur lecture. L'audio a grésillé pendant une demi-seconde, puis s'est stabilisé. J'ai entendu des chaises être déplacées. Quelqu'un s'est éclairci la gorge. Puis la voix de Landon est arrivée, calme, posée, trop désinvolte pour ce qu'il s'apprêtait à dire. Elle va rechigner sur le calendrier. Ne la combattez pas trop fort. Appuyez juste, poussez la fenêtre de commandement, faites-la déployer avant le passage du satellite. Une pause, puis la voix de Hale, légèrement incertaine, tu penses qu'elle marchera. Landon à nouveau, plus ferme maintenant. Poussez-la à lancer tôt. Si ça explose, c'est elle qui en assumera les conséquences. Silence. Pas de protestation, pas de pause, juste ces mots suspendus dans l'air comme une brume empoisonnée. Si ça explose, c'est elle qui en assumera les conséquences. J'ai mis l'enregistrement en pause, non pas parce que je ne pouvais pas supporter d'en entendre plus, mais parce que je n'en avais pas besoin. C'était le moment, la coupure sans hésitation, la trahison sans bégaiement. Il n'a pas balbutié, n'a pas questionné, n'a pas pesé l'éthique. Il a simplement donné l'ordre. Ce n'était pas spontané. Ce n'était pas réactif. C'était calculé, froid, délibéré. Je l'ai rejoué une fois, puis une autre, plus lentement. La cadence de sa voix, la facilité avec laquelle il a prononcé mon nom, la précision de ses mots. Il me connaissait. Il savait comment je fonctionnais. Il savait que je résisterais au timing mais que je n'escaladerais pas l'objection. Il savait comment je suivais la chaîne de commandement, comment je déférais sous la pression, comment j'absorbais les risques pour que les autres n'aient pas à le faire. Il a utilisé tout cela. Il ne m'a pas seulement retiré. Il a instrumentalisé ma discipline pour s'assurer que je ne riposterais pas. C'était la confirmation finale.
Pas seulement qu'il avait retiré mon nom d'un rapport, pas seulement qu'il avait troqué ma carrière contre une faveur, mais qu'il m'avait sciemment envoyé à l'échec. Je suis resté assise dans la cabane pendant un long moment après cela, le fichier toujours ouvert, la lumière de mon écran projetant des ombres nettes sur les murs en bois. J'ai pensé à la dernière fois que Landon et moi nous étions parlé en personne, la cérémonie des médailles il y a 2 ans, celle où il a été honoré pour son leadership opérationnel exceptionnel dans des régions qu'il comprenait à peine. Il avait souri en me voyant, m'avait mis la main sur l'épaule. Toujours à faire des trucs sournois dans l'ombre, hein. Il l'avait dit comme une blague, mais maintenant je savais ce que c'était vraiment, le sourire narquois d'un homme qui savait déjà qu'il m'avait marché sur les épaules pour grimper. Je n'ai pas ressenti de rage. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Ce que j'ai ressenti était plus profond, plus froid, plus silencieux. Une quiétude que je ne pouvais pas expliquer. Le genre de quiétude qui vient lorsque la dernière pièce du puzzle tombe en place, et l'image qui vous fait face est pire que ce que vous imaginiez mais en quelque sorte exactement ce que vous soupçonniez depuis le début. J'ai fermé le fichier, l'ai sauvegardé 2 fois. Une copie à Keller, une sur un disque privé scellé dans du métal et enfermé. La 3e est restée sur l'appareil. Je n'étais pas prête à l'utiliser encore, mais je le ferai. Parce que parfois la justice n'arrive pas avec un marteau ou un pistolet. Parfois, elle arrive dans un murmure, une voix, une seule phrase que vous n'étiez jamais censé entendre. Et une fois que vous l'entendez, vous ne pouvez jamais l'oublier. Et eux non plus. Il y a une sorte de silence qui ne semble pas vide. Il ressemble à de la confiance. Après avoir entendu l'enregistrement, la voix de Landon scellant mon destin en 10 mots, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé. Je suis juste restée assise, le téléphone à la main, fixant un nom que je n'avais pas contacté depuis près de 6 ans, Major Talia Monroe. Notre dernier échange avait été bref et couvert de sable, Djibouti, 6 heures, évacuation d'urgence sous feu hostile. Elle saignait de l'épaule, à moitié consciente, essayant de maintenir son peloton uni après que leur convoi ait été pris dans une embuscade. J'étais la seule médecin à avoir traversé la zone d'explosion ce jour-là. Je l'ai sortie vivante. Elle avait dit un jour, n'importe quoi, n'importe quand. Maintenant, je la prenais au mot. J'ai écrit le message lentement, sans amertume. Pas de montée en puissance dramatique, pas de demande d'aide. Juste des faits, juste la vérité. J'ai joint l'enregistrement, les journaux de métadonnées, les formulaires de modification, et une chronologie et une carte propre, structurée et chronologique de la manière dont mon identité, mon commandement et mon crédit avaient été épluchés, couche par couche, jusqu'à ce que je sois invisible. Puis, j'ai écrit la dernière ligne, je ne demande pas de faveur. Je demande l'équité. Et j'ai besoin de quelqu'un dans la pièce quand cela commencera. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. Pendant 3 heures, rien. Je suis sorti. La neige du Montana avait commencé à fondre, laissant de petites veines brunes dans le blanc. J'ai regardé un faucon tournoyer au-dessus de la lisière des arbres, gracieux, concentré, létal. Je me sentais comme ça autrefois, avant qu'il ne me cloue au sol. Quand je suis rentré, la réponse était là. Courte, juste une ligne, nous vous croyons. L'examen formel commence demain. Pas de salutation, pas de formule de politesse, mais j'ai senti son poids et le changement. Ce n'était pas seulement de la croyance. C'était du mouvement. Le Major Monroe n'a pas perdu de temps avec une empathie de cérémonie. Elle était de la vieille école, une preneuse de décision, et elle savait exactement ce qu'elle lisait. Le lendemain matin, j'ai reçu le lien de téléversement crypté. Puis sont venues les coordonnées du contact pour la liaison du tribunal militaire interne, pas l'unité habituelle des plaintes par la bande, mais un véritable panel d'enquête, le comité d'éthique du renseignement conjoint. Et un observateur juridique militaire. Il y avait un nom en bas, lieutenant Félix Brenner, un nom dont je me souvenais d'une autre vie, à l'époque où nous étions cadets. Silencieux, méthodique, agaçant de précision. Il était leur interlocuteur désigné, ce qui signifiait que c'était réel, et que quelqu'un de haut placé voulait que ce soit propre. J'ai tout envoyé, fichier, notes, dates, témoins. J'ai même inclus une copie de mes entrées de journal, soigneusement sélectionnées autour de l'incident de Mimbé. Rien d'émotionnel, juste des journaux détaillés de ce qui a été dit, par qui, et quand. Des notes que j'avais écrites sans savoir que j'en aurais un jour besoin. Des notes qui avaient maintenant du poids. Dans les 48 heures, j'ai reçu une confirmation. Audience préliminaire programmée. Talia avait réussi.
Elle ne s'était pas portée garante de moi. Elle n'en avait pas eu besoin. Elle avait laissé les preuves parler. C'était le genre d'aide dont j'avais besoin. Pas de sauvetage, pas de pitié, juste un espace pour être entendu. J'ai de nouveau regardé son message. Nous vous croyons. Il y avait quelque chose de profondément guérisseur dans cette phrase, quelque chose dont je n'avais pas réalisé que j'avais désespérément besoin. Non seulement être cru, mais être vu, reconnu, recevoir la dignité d'être prise au sérieux. J'ai pensé à toutes les portes qui étaient restées fermées auparavant, aux appels restés sans réponse, aux emails qui étaient reçus mais jamais lus. J'avais crié dans une chambre scellée. Maintenant, quelqu'un avait brisé le sceau. Et pas n'importe qui. Une femme que j'avais autrefois portée sur mon dos sous un tir de mortier me portait maintenant à travers la bureaucratie, à travers l'incrédulité, à travers le silence. Talia Monroe. Pas de médaille pour cela, pas de caméra, juste un simple message et la machinerie de la justice qui se mettait lentement en marche derrière. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai senti quelque chose bouger à l'intérieur de mes côtes, quelque chose comme une respiration que je n'avais pas réalisé que je retenais. Ils ont essayé de m'effacer, mais on ne peut pas effacer la vérité. Et maintenant, la vérité avait un témoin, et bientôt, elle aurait une audience. Je n'ai pas assisté à l'audience à huis clos. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce qu'on me l'avait déconseillé. Laisse les preuves parler, avait dit Talia. Tu as déjà fait ta part. Alors, j'ai attendu dans un petit café près de la base, 2 heures avant l'aube, enveloppé dans un manteau civil, avec rien d'autre qu'une simple tasse de café noir et un carnet. Je n'ai rien écrit. Je suis juste restée assise, à écouter, à regarder la lumière s'infiltrer à travers le verre dépoli. Puis mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai décroché. Ici le lieutenant Félix Brenner, a dit la voix, stable, nette. Le conseil a pris une décision. Puis-je continuer? J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Premièrement, le capitaine Hale Drummond. Avec effet immédiat, elle est démise de sa commission et renvoyée de manière déshonorante. Toutes les distinctions antérieures sont annulées. Une déclaration officielle sera publiée dans les 48 heures. J'ai fermé les yeux. Je n'ai ressenti aucune joie, aucune victoire, juste une libération. Félix a continué. Deuxièmement, le commandant Landon Ross, retiré du commandement actif, toutes les promotions suspendues indéfiniment, sous examen pour faute éthique, y compris sabotage délibéré et manipulation de carrière. D'autres procédures judiciaires sont en attente. Je n'ai pas bronché. Je pensais que je le ferais, mais non, car la trahison s'était déjà si profondément ancrée dans mes os. Ce n'était pas une nouvelle douleur, c'était juste la paperasse qui rattrapait son retard. Et troisièmement, a dit Félix, le panel a accepté la restauration complète de votre dossier. Tous les crédits de leadership pour l'opération Main-B ont été réattribués à votre nom. Votre grade antérieur est rétabli. De plus, en raison de services exemplaires, le Conseil a autorisé une promotion accélérée. Il a fait une pause. Au grade de maréchal. Ma gorge s'est serrée, non pas par fierté, mais à l'écho silencieux de chaque pièce où j'avais jamais été sans plaque nominative, de chaque cérémonie que j'avais regardée depuis les coulisses, de chaque fois qu'ils avaient dit, elle n'est que dans la logistique, ou, elle est dans l'administration. Maréchal, la plus haute distinction de ma division, accordée non pas parce que je me suis battu pour elle, mais parce qu'on me l'avait refusée assez longtemps. Il y aura une cérémonie publique, a ajouté Félix. Dans 2 semaines. Vous serez briefés séparément. Acceptez-vous les conclusions? Je n'ai rien dit pendant un moment. Mes mains tremblaient, mais j'ai gardé ma voix calme. J'accepte. Merci, madame, a dit Félix. Au nom du conseil et du service, vous êtes vus. Puis la ligne a été coupée. Et je suis juste resté là, dans ce petit café, toujours anonyme au monde extérieur, toujours invisible à l'agitation du matin, juste une autre femme avec un café et une histoire que personne ne connaissait. Mais quelque chose avait changé. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Je n'avais pas besoin de gros titres ni d'applaudissements. La justice ne ressemblait pas à une parade. Elle ressemblait à la vérité enfin autorisée à respirer. Je suis sorti dans le froid. Aucun manteau ne pouvait empêcher ce vent de me transpercer, mais je me tenais plus droite. Et quand je suis passé devant l'affiche de recrutement de Landon, toujours souriant sur une campagne vieille de 2 ans, je n'ai pas détourné le regard.
Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai continué à marcher. Parce que ce chapitre était clos, non pas avec la vengeance, mais avec les archives. Non pas avec la colère, mais avec la reconnaissance. Et alors que le soleil se levait derrière moi, je savais qu'ils avaient pris mon nom, mais que je l'avais repris. Non pas avec la guerre, avec la preuve. 2 jours après le verdict, une lettre est arrivée, une enveloppe épaisse, un sceau en relief, livré en main propre par un coursier en grand uniforme. Je l'ai ouverte lentement, sentant déjà ce qu'elle contenait. Une invitation, formelle, royale, à la cérémonie de reconnaissance de la bravoure des forces conjointes. La date était fixée, le lieu un grand auditorium militaire que je connaissais trop bien. Et l'honoré, le commandant Landon Ross, mon frère, l'homme qui avait essayé de m'effacer. J'ai relu le nom. L'encre dorée scintillait sous la lumière du matin comme si elle essayait de rendre le mensonge beau. En bas, une note manuscrite à l'encre bleu pâle, cela signifierait beaucoup si tu étais là. Maman. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste une demande de continuer à jouer le rôle qui m'avait été assigné il y a des années, la sœur silencieuse, solidaire, petite, invisible. J'ai posé l'invitation sur le comptoir, je me suis éloigné, j'ai fait du café, j'ai regardé par la fenêtre. Mais la lettre est restée, et à la tombée de la nuit, j'avais pris ma décision. J'irai. Pas pour maman, pas pour Landon, mais pour la vérité qu'ils avaient tenté d'enterrer, pour l'espace que j'avais gagné avec du sang et du silence, et pour la version de moi qu'ils avaient tous essayé si fort de ne pas voir. La cérémonie était prévue pour un vendredi soir, honneur militaire complet, code vestimentaire formel, plan de salle strictement appliqué. Quand je suis arrivé, le hall bourdonnait de photographes et d'officiers aux plis impeccables. Personne ne m'a reconnu. J'aimais ça. Je suis passé devant les premiers rangs réservés à la famille. J'ai vu mon père ajuster sa cravate, ma mère s'éponger les yeux non pas de chagrin, mais de fierté. Fierté pour Landon. Il se tenait au centre de l'allée, serrant des mains, posant pour des photos, confiant, intact. On ne lui avait pas encore dit, pas publiquement, pas officiellement. La décision du conseil serait annoncée après la cérémonie. Stratégique, chirurgicale. J'ai trouvé ma place assignée loin derrière, près de la sortie, une ombre dans la foule. Le présentateur a commencé. Des médailles ont été épinglées, des discours prononcés. J'ai applaudi poliment. Je me suis levé quand les autres se sont levés. Puis le nom de Landon a été appelé. Il est monté, souriant, saluant, acceptant une plaque pour son leadership tactique et son excellence inébranlable. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas détourné le regard. Je n'étais pas venu pour lui faire honte. J'étais venu pour exister. Et quand il s'est tourné vers la foule, cherchant des visages, nos regards se sont croisés un instant. Quelque chose en lui a vacillé, juste brièvement, comme si un fil à l'intérieur de sa performance s'était cassé. Mais ensuite, les applaudissements l'ont noyé. Il a terminé son discours, remercié son équipe, loué son éducation, et pas une seule fois, il n'a mentionné Mimbé. Après la cérémonie, je suis resté dans le hall extérieur, attendant que la tempête d'uniformes et de flash passe. Puis, j'ai senti une main sur mon épaule. C'était ma mère. Vêtements civils, pâle, petite. Elle m'a regardé comme si elle avait vu un fantôme. « Je ne savais pas que tu viendrais », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je n'étais pas là pour parler. J'étais là pour être vu. Elle a reculé, ses yeux humides. Tu n'étais pas censé survivre à ça. J'ai laissé le silence parler pour moi. Derrière elle, Landon est apparu, son sourire disparu. Il s'est arrêté à quelques mètres, ne sachant s'il devait me saluer ou fuir. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vu hésiter, et j'ai réalisé que je ne le détestais pas. Il était petit, plus petit que je ne l'avais jamais imaginé. Et j'étais devenu quelque chose de trop grand pour sa scène. Alors, je me suis tourné non pas avec colère, non pas en triomphe, juste avec la grâce de quelqu'un qui savait enfin que je n'avais rien à prouver à des hommes qui prenaient le silence pour de la faiblesse. Cette nuit-là, je suis entré dans une cérémonie destinée à l'honorer, mais j'en suis sorti en portant quelque chose de bien plus grand, mon propre nom et la digne quiétude de la survie. L'atmosphère a changé quand mon nom a été appelé. Pas celui de Landon, pas celui de Hale, le mien. Maréchal Rebecca Ross. Les mots ont résonné dans l'auditorium comme un verdict. Une pause, une respiration, puis chaque chaise a raclé le sol à l'unisson.
Chaque botte a heurté le sol. Tout l'auditorium s'est levé, les uniformes, les médailles, même les généraux avec des décennies de service. Tous se sont levés pour moi. Du coin de l'œil, j'ai vu la main de ma mère voler vers sa bouche, non pas par fierté, non pas par admiration, mais par choc. Mon père est resté assis une seconde de plus que les autres, les yeux figés, les jointures blanches sur le bord de la chaise. Puis, lentement, il s'est levé, comme s'il n'était pas sûr du protocole à suivre lorsque la fille que vous avez rejetée devient quelqu'un que la nation salue maintenant. Et Landon, il s'est levé aussi, mais pas pour moi. Il s'est levé parce que les règles l'exigeaient. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Ses mains tremblaient légèrement en applaudissant, son expression portait le masque de la grâce, tendue, formelle, figée. Mais derrière ses yeux, quelque chose s'est fissuré, et je l'ai vu. J'ai descendu l'allée. La salle s'est écartée comme de l'eau. Aucune musique ne jouait. Personne n'a annoncé mes qualifications. Il n'en avait pas besoin. Les insignes sur mon uniforme en disaient plus que n'importe quel discours. Je suis passé devant ma famille. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas jeté de regard. Je n'étais pas là pour jubiler. Je n'étais pas là pour les blesser. Mais je n'étais pas là non plus pour prétendre qu'ils n'avaient pas essayé de m'effacer. Quand j'ai atteint la scène, la commandante, une femme plus âgée que je n'avais rencontrée qu'une seule fois, m'a serré la main fermement et a dit, non pas dans le microphone mais juste à moi, il était grand temps. J'ai souri, juste un peu, assez pour lui faire savoir que je l'avais entendu, assez pour faire savoir à la salle que j'étais à ma place. Alors que les applaudissements s'estompaient, j'ai pris ma place sur scène, 2 rangs au-dessus de Landon. Je n'ai pas baissé les yeux. Je n'en avais pas besoin car je savais qu'il pouvait sentir la chaleur de ma présence, comme un projecteur sur chaque mensonge qu'il avait jamais raconté. Après la fin de la cérémonie, la foule s'est précipitée vers la zone de réception, mais je suis resté près du mur du fond, regardant les familles se retrouver, les commandants étreindre leurs équipes, les vieux soldats serrer la main des plus jeunes. C'est alors que je l'ai vu, Landon, marchant vers moi, lentement, seul. Son uniforme parfait, ses chaussures polies, mais quelque chose en lui semblait à la dérive. Il s'est arrêté à quelques mètres. « Rebecca » a-t-il dit. C'était comme si c'était la première fois, comme s'il avait besoin de l'entendre à voix haute pour croire que j'existais encore. J'ai attendu. Il s'est éclairci la gorge. « Tu aurais dû me le dire » a-t-il dit. « Te dire quoi » ai-je répondu. « Que tu allais être honoré. Que tu étais même de retour. » J'ai haussé un sourcil. « C'est toi qui as fait en sorte que je disparaisse. » Sa mâchoire s'est crispée. « Ce n'était pas ma seule décision. »« Non, » ai-je dit, mais tu y as apposé ton nom. » Il a détourné le regard. Les gens regardaient. Ils le regardaient toujours. Mais à cet instant, personne ne s'en souciait. J'étais l'histoire maintenant. Il a de nouveau posé les yeux sur moi, cette fois plus silencieux, plus petit. Tu n'étais jamais censé être blessé comme ça. Je ne savais pas qu'il t'exclurait complètement. J'ai laissé ces mots flotter entre nous, faibles, trop tard. Tu n'avais pas besoin de savoir, ai-je dit. Tu as choisi de ne pas voir. Il a tressailli. Puis il a murmuré, presque trop bas pour être entendu, je pensais que tu disparaîtrais. J'ai pris une inspiration. Je ne disparais pas, ai-je dit. J'endure. Ma mère est apparue à ses côtés alors, les yeux rouges, les épaules secouées. Elle m'a regardé, les larmes coulant librement maintenant. Nous n'avions pas compris, Rebecca. J'ai hoché la tête une fois, non pas avec pardon, mais avec reconnaissance. Vous n'aviez pas à comprendre, ai-je dit. Juste à ne pas m'effacer. Mon père planait derrière eux, silencieux. Quand je l'ai regardé, il a baissé les yeux, ses mains jointes devant lui comme un cadet se faisant réprimander. Il ne restait plus de rage en moi, plus de feu, seulement de la clarté. Tu as toujours dit que Landon était l'avenir, ai-je dit doucement, mais c'est moi qui partais à chaque guerre sans applaudissements. Ils n'ont pas répondu. Ils n'en avaient pas besoin. Leur silence, pour une fois, disait la vérité. J'ai reculé, non pas pour partir, mais pour aller au-delà d'eux. Je ne suis pas ici pour vous faire honte, ai-je ajouté, mais je ne vous laisserai pas me réécrire. Landon a cligné des yeux rapidement. Je pensais que nous étions une famille. J'ai souri doucement. Vous m'avez appris quelque chose de précieux, ai-je dit. Ce n'est pas le sang qui fait la famille. C'est la loyauté.
Et sur ce, je me suis tourné, non pas parce que je m'éloignais d'eux, mais parce que j'avais un meilleur endroit où aller, un endroit à moi, un endroit mérité. Et cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. Je ne suis pas resté pour la réception. Pas de champagne, pas de toast, pas de photos de famille gênantes avec des sourires forcés et des mains tremblantes. Je suis sorti par l'entrée latérale de l'auditorium, seul, les médailles cliquetant doucement contre ma poitrine, leur poids bien plus lourd que le métal dont elles étaient forgées. L'air nocturne était vif, du genre qui vous rappelle que vous êtes toujours en vie même après qu'on vous ait dit pendant des années que vous n'étiez pas assez pour être vu. Je me suis tenu au bord des marches, regardant les voitures s'éloigner, les poignées de main échangées, les officiers et les dignitaires disparaissant dans la chaleur et la célébration. Mais je ne les enviais pas car je n'avais aucun besoin des tables où j'avais autrefois supplié de m'asseoir. En grandissant, j'ai passé tant de dîners silencieuses, mises à l'écart, à regarder Landon mener les conversations comme un diplomate chevronné, mon père rayonnant, ma mère versant du vin comme si elle s'occupait de la royauté, et moi, le flot en arrière-plan, celle qu'ils oubliaient toujours de présenter, celle dont le nom n'était jamais gravé dans les cadres en argent sur la cheminée. Je me demandais si je serais un jour invité, non seulement à la table, mais dans leur monde. Mais ce soir a prouvé quelque chose que j'avais passé des décennies à essayer de désapprendre, je n'avais pas besoin d'une invitation. J'avais construit ma propre table. Et elle ne se trouvait pas dans une salle de banquet décorée ou une salle de réception gouvernementale. Elle se tenait, métaphoriquement, dans chaque moment où j'ai refusé d'abandonner, chaque déploiement où je me suis présenté même quand personne ne regardait, chaque mission que j'ai menée en sachant que personne ne me remercierait, chaque dossier que j'ai étudié, chaque soldat que j'ai encadré, chaque lettre que j'ai écrite aux familles en deuil non pas parce que cela me valait des médailles, mais parce que quelqu'un devait le faire. J'ai construit ma table à partir du silence, du courage, du fait qu'on m'ait dit « non » et que je me sois présenté quand même. Je ne siégeais sur aucune branche de l'arbre généalogique qui portait la fierté, et pourtant je suis devenu la racine qu'ils ont essayé de cacher sans pouvoir la tuer. Cette nuit-là, alors que je marchais vers ma voiture, un jeune officier a couru pour me rattraper. « Madame, maréchal Ross » a-t-il dit à bout de souffle. Je me suis arrêté, m'attendant à une question de procédure, une demande de clarification de protocole. Au lieu de cela, il m'a juste regardé, sa voix s'est brisée. « Merci », a-t-il dit, de m'avoir montré que c'est possible. Il n'a pas dit quoi. Il n'en avait pas besoin. J'ai hoché la tête une fois, fermement, puis je suis parti en voiture. Non pas vers une fête, non pas vers des applaudissements, mais vers quelque chose de plus silencieux, de plus durable, une vie où je définissais ma valeur non pas par ceux qui applaudissaient, mais par ce que je suis devenu quand ils ne le faisaient pas. Alors non, je n'étais plus à leur table. J'étais assise à la mienne. Et elle était solide, large, inébranlable, construite sur des années de rejet, de trahison et de persévérance silencieuse, le genre de table dont personne ne pourrait plus jamais me retirer la chaise. À ceux qui sont discrets, ceux qui sont restés en arrière pendant que d'autres étaient célébrés, à ceux dont les noms ont été mal orthographiés, mal placés ou jamais prononcés du tout, à ceux qui se sont assis dans les rangs du fond, non pas parce qu'ils ne méritaient pas le premier, mais parce que quelqu'un leur a dit qu'ils n'y avaient pas leur place, je vous vois. Aux filles qui sont devenues des ombres dans des foyers bâtis sur la hiérarchie, aux professionnels qu'on a qualifiés de « chanceux », alors qu'ils avaient saigné pour chaque centimètre gagné, aux soldats dont les uniformes portaient la fierté mais pas la permission de parler, cette histoire est pour vous. Ce n'est pas pour ceux qui se sont élevés sur des ailes qui leur ont été données. C'est pour ceux d'entre nous qui ont marché, trébuché, rampé, et qui sont quand même arrivés. Pendant des années, j'ai pensé que le silence était ma faiblesse. J'ai confondu la quiétude avec la reddition. Mais j'ai appris que le silence peut être sacré, un espace où la résilience se forge, où la conviction s'aiguise discrètement jusqu'au jour où vous parlez enfin et où le monde ne peut plus détourner le regard. Je n'ai pas demandé à être remarqué. J'ai juste refusé de disparaître. Et c'est ce que je veux que vous emportiez avec vous. Vous n'avez pas besoin d'un podium pour détenir le pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'un public pour prouver que vous comptez. Vous devez juste vous souvenir, même quand la pièce est froide, même quand personne n'appelle votre nom, vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas oubliable. Vous n'êtes pas seul. Parce que quelque part, quelqu'un d'autre construit sa table, une vérité à la fois, une cicatrice à la fois, un pas en avant, même avec des jambes tremblantes. Alors, si aujourd'hui est le jour où vous attendez encore la reconnaissance, la justice, ou même juste que quelqu'un dise « Je te vois », que cette histoire soit cette voix. Qu'elle soit le début de la vôtre. Vous n'avez jamais été effacé.
Il ne savait juste pas où regarder. Avant de nous dire au revoir, j'aimerais vous demander, d'où regardez-vous? Est-ce un matin tranquille avec une tasse de café chaud ou une fin de soirée où des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je lis tout le monde avec gratitude. Et si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, envisagez de vous abonner à la chaîne, non seulement pour entendre plus d'histoires comme celle-ci, mais pour faire partie d'une communauté qui croit encore en la gentillesse, la guérison et les secondes chances. Merci d'avoir passé votre temps avec moi aujourd'hui. Où que vous soyez, j'espère que vous emporterez cette histoire avec vous et que vous vous souviendrez que, parfois, le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend tranquillement que vous soyez prêt à ouvrir votre cœur. Prenez soin de vous, et on se retrouve dans la prochaine histoire.